Sa parole est rare et ses apparitions millimétrées. Bonsoir Édouard Philippe. Bonsoir Monsieur Calvi. Vous prenez la parole pour la première fois depuis le séisme des législatives. Merci de le faire ce soir sur le plateau de BFM TV où je vous accueille avec le chef du service politique de notre chaîne, Philippe Corbet. Séisme est-il le mot juste? Comment définir ce qui s'est passé dimanche dernier? Bon, moi, vous savez, j'aime bien utiliser des propos mesurés. Alors, je ne dirais pas séisme, mais reconnaissons que le résultat du deuxième tour de l'élection législative nous place, nous Français, dans une situation qui est inédite, qui n'a aucun précédent. C'est pas la première fois qu'on affronte une situation inédite, mais c'est une véritable situation inédite qui ne supporte pas la comparaison avec ce qui, par exemple, est arrivé en 1988, lorsque, après la réélection de François Mitterrand, Michel Rocard a été nommé Premier ministre et disposé d'une majorité relative. Eh bien, mon analyse, c'est que ça n'a strictement rien à voir, pour des raisons, au moins pour trois raisons. La première, c'est que en 1988, il manquait une quinzaine de députés de mémoire pour arriver à la majorité absolue. Là, on est à 45. En 1988, la Constitution faisait qu'on pouvait utiliser le 49.3 aussi souvent que le Premier ministre le souhaitait. Ça n'est plus le cas. On ne peut plus le faire qu'une fois par session. Totalement changé la donne. Et enfin, en 1988, il y avait dans l'Assemblée nationale une famille centriste qui, de façon explicite, acceptait l'idée de travailler avec la majorité relative de l'époque. Ces trois conditions ont disparu. Ces résultats vous ont-ils surpris et s'agit-il, selon vous, d'un vote anti-Macron qui vient de s'exprimer clairement? Je suis mesuré là aussi et je trouve très difficile d'avoir une clé de lecture unique des élections. Quelle est votre clé de lecture alors? Elle est peut-être un peu plus complexe. C'est-à-dire que je constate, je ne cherche pas à imaginer les raisons qui ont poussé les électeurs à faire le choix qu'ils ont fait. Je respecte ce que les électeurs ont dit. Il y a deux sources de légitimité dans la Ve République pour ce qui est de la politique nationale. Il y a l'élection du président de la République et puis il y a l'élection des représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Le Sénat étant élu aussi de façon, cette fois-ci, indirecte et comptant évidemment dans la représentation parlementaire. Je ne mets jamais de côté le Sénat. Mais enfin, c'est les deux grands moments où les électeurs français disent des choses et attribuent une légitimité à des élus. Ils ont dit deux choses qui peuvent sembler contradictoires, mais qui sont également légitimes. Le président de la République a été réélu. Et personne ne peut contester sa légitimité. Ou plus exactement, contester sa légitimité, c'est se placer en dehors de l'écoute de ce qu'ont dit les Français. Ils ont voté souverainement, librement, et ils ont donné leur confiance, largement, au président de la République. Point 1. Point 2, les élections législatives. Ils ont donné un résultat qui ne donne à aucune famille politique la possibilité de gouverner seule. C'est une situation inédite. Aucune famille politique, ni la majorité dans sa configuration actuelle, ni évidemment NUPES, ou NUP, je ne sais pas comment on dit, dans sa configuration, quelle que soit sa configuration, ni évidemment le Rassemblement national, ni les LR. Aucun regroupement ne peut, à lui seul, obtenir une majorité qui lui donne la possibilité de gouverner de façon stable. Il faut écouter ce qu'ont dit les électeurs. Et il faut prendre au sérieux les électeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électeurs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit déçu ou réjoui, ont dit aux responsables politiques de cette Assemblée qu'ils devaient travailler ensemble. Alors on va parler des conséquences de la manière dont ça va se passer, mais juste sur le point que vous avez évoqué. Comment vous expliquez, vous qui avez fait campagne pour le président de la République avant le premier tour de la présidentielle, le second tour, puis pour des candidats pour les législatives, comment vous expliquez qu'il y a moins de 2 mois, les Français, pour la première fois, réélisent un président de la République, première fois depuis Gérald de Gaulle, hors cohabitation, et que moins de 2 mois plus tard, ils ne lui donnent pas une majorité solide, comme il l'avait demandé, une majorité solide pour gouverner. Il y a un oui, puis un oui mais, voire un non. Comment vous expliquez, qu'est-ce qui explique dans ces derniers mois, voire ces dernières années, ce résultat en apparence paradoxal? Il y a probablement un sujet de moindre mobilisation dans le camp de ceux qui ont porté le président de la République à l'élection. Sur son absence relative au mois de mai, vous voulez dire par exemple? Non, je parle de moindre mobilisation de l'électorat. Alors pourquoi est-ce que l'électorat était moins mobilisé pour les élections législatives vous devez vous poser la question. Peut-être parce que la campagne aurait dû être organisée autrement, animée autrement. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas toutes les réponses. Je dis juste. Vous venez de soulever de bonnes questions en tout cas. Tout le monde les pose. Donc moi, je considère qu'elles peuvent être posées. Je suis pas sûr d'avoir la réponse d'ailleurs. Puis accessoirement, je ne reporte la responsabilité sur personne. Moi, j'ai fait campagne pour l'élection législative. Je me suis, si j'ose dire, donné à fond. Bon, manifestement, ça n'a pas suffi. Donc je prends ma part de responsabilité. Mais ce que je veux dire,
c'est que les deux messages qui ont été adressés sont également légitimes. On ne peut pas mettre en cause la légitimité du président et on ne peut pas mettre en cause les résultats tels qu'ils sont arrivés, c'est-à-dire qu'il faut que les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale travaillent ensemble à élaborer ce qui peut être un gouvernement, ce qui peut être une direction stable. Je vais un petit peu plus loin, si vous me permettez. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous nous trouvons, pour la première fois en France, dans une situation qui, elle aussi, est inédite, où nous allons devoir, me semble-t-il, constituer une coalition, une grande coalition, avec des gens qui, spontanément, n'ont pas envie de travailler ensemble, avec des gens qui se sont engagés sur des programmes différents, avec des gens qui se sont critiqués. Mais la conséquence logique, me semble-t-il, de ce que disent les Français au moment de l'élection législative, c'est de dire, écoutez, prenez les groupes qui peuvent s'entendre, constituer une majorité. Ça ne sera ni le programme entier sur lequel le camp du président de la République s'est engagé, ni évidemment le programme entier de ceux qui n'ont pas la majorité, mais nous devons trouver l'intersection, si j'ose dire. Si j'étais devant une classe de jeunes enfants et que je dirais que c'est l'intersection des patates, c'est-à-dire l'endroit où les choses peuvent être mises en commun. Est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. Mais toute autre solution me paraît être constitutive d'un déni de prise au sérieux de ce qu'ont dit les Français. On va en parler, mais juste pour comprendre ce qui s'est passé entre le 24 avril et le 19 juin. Est-ce qu'il y a eu une erreur du président de la République dans la foulée de sa réélection, voire même dès le soir de sa réélection, quelque chose de flou ou de un peu en suspens, ce temps qu'il a passé à ne pas faire campagne? Est-ce qu'au fond, et je dis comme ça parce que c'est comme ça que certains Français l'expriment, est-ce qu'il y a une certaine arrogance qu'il paye aussi avec le résultat des législatives? Je sais qu'on fait volontiers le procès de l'arrogance. Certains le font en France. Mais... Je n'ai pas dit que vous le faisiez. Je sais qu'on le fait. Oui. On a pu me le faire à moi, on peut le faire au président de la République, on peut le faire à la majorité. On a pu le faire à d'autres majorités, à d'autres époques. J'entends ça. Ce qui est certain, ce que je crois acquis, c'est qu'on était dans une situation qui est une situation qui est finalement assez peu courante de réélection. Et que le rythme dans lequel s'inscrit cette réélection et la continuité presque mécanique dans laquelle s'est inscrit le gouvernement et le président de la République a pu donner le sentiment, et parfois à juste titre, qu'on ne prenait pas assez en compte ce qui avait été formulé par les Français au moment de l'élection présidentielle. Et notamment le fait que Marine Le Pen avait rassemblé 13 millions de voix le jour du second tour, qu'elle avait fait 42% des voix. Et au fond, est-ce qu'on a pris la mesure de ce que ça avait été ce message ce jour-là ? Vous savez, c'est plus facile de commenter l'avant-élection après les élections. Donc, mais peut-être. Édouard Philippe, qui n'a pas pris en compte ce que pensent les Français ? C'est-à-dire vous venez de nous dire, on n'a pas pris en compte ce que pensent les Français. Non, je reprends vos termes à l'instant même. Encore une fois, je dis que peut-être le fait que cette réélection inscrive le processus dans une forme de continuité a donné le sentiment qu'il ne se passait rien, qu'on n'accélérait pas, qu'on ne changeait pas brutalement la donne. Bon, mais c'est le principe, je crois, de la réélection. Alors voilà, donc la responsabilité n'est pas recherchée du côté d'Emmanuel Macron. Peut-être que ça a été trop lent. Encore une fois, je veux bien qu'on s'interroge sur les responsabilités des uns des autres. Du chef de l'État, c'est normal. Hein. Oui, mais d'ailleurs, personne ne s'abstient de la rechercher. Donc, c'est la démocratie, ça me va très bien. Ce que je dis, c'est que ce qui est plus intéressant, me semble-t-il, à ce stade, c'est de s'interroger sur ce que veut dire la situation dans laquelle nous sommes pour le pays. Parce que on voit bien qu'on est dans une séquence, un moment extrêmement politique, les députés arrivent à l'Assemblée, les groupes se forment, ça bouge dans tous les sens, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Sauf que, dans le même temps, il se passe des choses dans le monde, le pays va avoir affronté un certain nombre de difficultés, on le sait, elles arrivent, on les voit, et ce qui compte, c'est maintenant de savoir comment est-ce qu'on va les affronter. Et donc, l'heure, voyez-vous, me semble-t-il, est beaucoup plus à la préparation de la suite, à la discussion avec des gens et dans une culture politique où le compromis, la coalition sont finalement peu pratiqués et pas classiques. Et je crois que c'est ça que nous avons devant nous. C'est très difficile. Vous qui avez, je reviens à lui parce qu'il est notre chef de l'État et c'est par lui que tout passe à un moment ou à un autre. Vous qui avez travaillé avec lui pendant plus de 2 ans, est-il capable de compromis ? Je reprends votre terme. Oui. Ah oui, je crois, oui. Ah oui, je crois. Oui. Mais vous savez, Monsieur Calvi, la Ve République, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce que je dis n'est pas vrai. C'est-à-dire ? La Ve République est un régime parlementaire. Bon,
Alors, il y a plein de gens. Beaucoup de présidents l'ont oublié dans leur pratique du pouvoir, et le président actuel, il y a beaucoup de gens qui pensent, mais pas simplement des présidents, qui pensent qu'en réalité, c'est presque un régime présidentiel. La vérité, c'est que c'est un régime parlementaire. Et que le président de la République, il doit prendre en compte l'élection parlementaire telle qu'elle a été faite à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, il va le faire parce que... Ma question était plus psychologique. Pardonnez-moi, mais est-il capable, selon vous, de s'adapter à cette situation ? Je vous dis les choses autrement. Le président est un doué qui a l'habitude de gagner. Un gagnant qui ne compose jusqu'ici avec personne. Peut-il s'adapter à cette situation ? Oui. Et je dois dire que j'ai vu le président de la République être en mesure de faire preuve d'un très grand pragmatisme et de s'adapter à des choses que personne n'avait jamais affrontées. Donc ma réponse est oui. Et d'ailleurs, que fait-il en ce moment ? Il consulte. Il consulte les responsables des forces politiques, ce qui est parfaitement adapté à la situation que nous vivons, c'est-à-dire au début du commencement d'un travail qui doit permettre de voir dans quelle direction on va organiser la conduite des affaires publiques. Donc le président de la République, permettez-moi de vous dire qu'il est déjà en train de s'adapter et que l'exercice de consultation qu'il a engagé est déjà la traduction de cette adaptation. Excusez-moi de revenir... Enfin, je crois, c'est comme ça que j'analyse. Moi, je n'ai pas la vérité révélée, mais c'est comme ça que j'analyse. Excusez-moi de revenir à un point. Évidemment, la situation inédite occupe les esprits, mais est-ce qu'on n'est pas collectivement, et je parle de la France entière jusqu'au président de la République, passé à côté de ce qui s'est passé le 24 avril, 13 millions de Français ont voté Marine Le Pen. 2 mois plus tard, il y a 89 députés RN. Dans l'histoire politique de la Ve République, c'est un événement politique majeur. Est-ce qu'au fond, les leçons n'ont pas été tirées de cela ? Est-ce que, pour dire les choses autrement, la France est plus à droite qu'on ne l'imaginait et que le président ne l'a peut-être pas vu ainsi, ou plutôt n'a pas compris que ces 58% étaient en partie aussi un vote anti-Le Pen ? Bon, Monsieur Corbet, vous pouvez dire que le président de la République n'a pas compris et que c'est le président de la République. Je l'ai dit collectivement. Mais voilà, c'est ça. Revenons à une approche un peu collective. Après le premier tour de l'élection présidentielle, celui qui a occupé l'espace médiatique, plus que n'importe quel autre, c'est pas le leader de l'extrême droite, c'est pas Madame Le Pen, c'est Monsieur Mélenchon, avec une capacité. Au mois de mai, vous voulez dire. Pas dans l'entre-deux tours de la présidentielle. Non, pas dans l'entre-deux tours de la présidentielle, mais assez vite après. D'accord. C'est quand même le leader de la NUPS, qui, avec du talent, incontestable, a réussi à occuper l'espace médiatique, l'espace politique, et a donné le sentiment que la campagne devait tourner autour de lui. Ce qui est ce qu'on appelle une victoire politique. Il a fait campagne, quoi. Une victoire tactique. Ouais. Il a fait un choix stratégique et il a remporté une victoire tactique. Ça s'appelait Élisez-moi Premier ministre. C'est tout à fait notable et il faut le dire. Mais en regardant et en étant omnubilé par ce spectacle, par ses propos, on n'a peut-être pas suffisamment vu qu'en effet, le sujet se passait sur un autre aspect du spectre politique. Et c'est aussi ça qu'a révélé l'élection de dimanche dernier, où après avoir entendu parler de la NUPS comme des fous pendant 6 semaines, on a un groupe Rassemblement National qui est plus important que le groupe de la France Insoumise. Vous liez les deux ? Pardon ? Vous liez les deux ? C'est-à-dire... Je sais pas si je lis les deux, mais je constate. Vous aussi, vous le constatez. Tout le monde a beaucoup plus parlé de la NUPS. Est-ce que vous prenez votre part dans cette analyse que vous venez de faire ? Mais je vais vous dire, moi, je ne suis pas un commentateur de la vie politique, je suis un acteur de la vie politique. Oui, absolument. Bon. Et donc, ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive de me tromper dans mes choix stratégiques, je le reconnais parfaitement. Moi, j'ai fait campagne à fond. J'ai fait campagne à fond pour mes candidats et j'ai dit en permanence, vous pouvez le reconnaître parce que je l'ai écrit, qu'il était dans l'intérêt du pays de le doter d'une majorité stable. Parce que je pense, c'est ma conviction, malheureusement, que nous vivons des moments extrêmement difficiles et que nous allons vivre des moments extrêmement difficiles. Et je sais, pour le coup, d'expérience, je ne veux pas du tout faire jouer l'argument d'expérience, et je sais que faire face à des situations difficiles, c'est redoutablement compliqué, mais faire face à des situations difficiles sans majorité stable, alors là, c'est vraiment l'aventure. Et donc, je pense qu'il est dans l'intérêt du pays, et que c'est urgent, ça ne va pas se faire en 2 jours, mais qu'il est dans l'intérêt du pays de constituer, compte tenu des résultats tels qu'ils sont, une majorité stable. Vraiment, je le crois très sincèrement. Et c'est au fond ce que je fais en ce moment. C'est un appel au sens des responsabilités de tout le monde. Oui. Au sein de la majorité, comme au sein des oppositions, nous avons besoin de créer les conditions d'une majorité stable, sans quoi nous allons avoir de vraies difficultés. Vous décrivez une situation où la situation politique, l'équilibre, d'une certaine manière crée une difficulté, une forme de chaos. C'était aussi le message qu'a essayé de passer le président de la République entre tours législatifs, mon rôle chaos.
Est-ce que ce message a été efficace? Est-ce que c'était le bon message? Est-ce qu'il aurait dû être exprimé différemment? Est-ce que c'était le message qui devait être exprimé? Le discours, pour faire simple, le discours sur le tarmac d'Arly. Écoutez, je n'en sais rien. Je suis comptable de ce que je dis. Moi, je pense très sincèrement que si nous n'arrivons pas, par une logique de coalition, par une logique d'union, encore une fois, entre des gens qui ne sont pas spontanément faits pour s'entendre, nous n'en sortirons pas. Et que donc, nous devons prendre au sérieux ce que les électeurs nous ont dit. En tout cas, les Français... C'est aussi ça, le sens de la démocratie. Et remarquez avec moi que dans d'autres régimes parlementaires, on sait faire ça. Ah bah, oui, dans d'autres régimes parlementaires. On va y revenir. On sait faire ça, ça prend du temps. On ne dit pas aux électeurs, moi, au chaos, à quelques jours des élections, dans les autres régimes parlementaires. On essaie plutôt de laisser des portes ouvertes ou des fenêtres ouvertes vers des possibles coalitions. Moi, j'ai indiqué, encore une fois, je suis comptable de ce que je dis, moi, j'ai indiqué qu'il me semblait qu'une France ingouvernable n'était pas une bonne solution et qu'un gouvernement et une majorité stable étaient indispensables. Au minimum... J'assume ces propos parce que je crois que c'est vrai. Oui. Édouard Philippe, au minimum, les Français ne se sont pas laissés intimider par le chaos, si je puis dire. Maintenant, il faut gouverner. Comment faire et faut-il un accord, par exemple, de législature avec la droite dont vous êtes issu? Dès lors qu'on se place dans la logique que j'ai évoquée, qui est une logique de coalition, je ne sais pas comment on l'appelle, grande coalition, logique de coalition, il me semble difficile d'imaginer, personnellement je m'y refuse, d'imaginer que cette coalition puisse intervenir entre la majorité relative telle qu'elle existe et le Rassemblement national. Moi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que les positions sont, radicalement contraires. On n'est pas dans le champ de ce qui est envisageable. Je ne crois pas que ce soit possible avec la France insoumise. Et donc, je regarde le groupe qui suit et qui, lui, me paraît être dans un champ qui n'est pas le même, avec des gens qui ne sont pas des alliés et qui même souvent sont des adversaires. Et je vois, il me semble, qu'il est possible d'imaginer une discussion franche, directe, un compromis, qui supposera que certains reviennent en arrière sur un certain nombre de propositions auxquelles ils sont attachés et qui sera, je crois, bénéfique pour le pays. Ça pourrait aussi exister avec, à gauche de la majorité, avec peut-être les socialistes, peut-être les écologistes. Je n'en sais pas. Ça n'est pas moi qui suis en train de consulter, c'est le président. Et je pense que nous devons nous mettre dans la tête que c'est la seule façon d'avoir un compromis et une majorité stable, sans quoi nous aurons un énorme problème. C'est peut-être vous qui pouvez consulter pour lui à droite. Et ce serait même d'ailleurs assez logique. Je crois pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que le président de la République a parfaitement... Encore une fois, je pense qu'il a pris une excellente décision en consultant en tête-à-tête les responsables des partis politiques, donc des forces politiques. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et attendez, il le fait. On va voir ce qu'il en conclut, ce qu'il en déduit. On ne va pas quand même faire les conclusions avant qu'il ait fini de voir tout le monde. Vous avez quand même compris qu'après ces résultats des élections législatives, il a vraiment besoin de vous. Après une période où on peut imaginer qu'il vous a un peu négligé d'ailleurs. Mais Monsieur Calvi, la vérité c'est que... Pardon, mais le pays est en face d'une situation qui, à mon avis, est assez dangereuse. Donc on a besoin de tout le monde. Exactement. De moi. Dont l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Mais de tout le monde. Et arrêtons de personnaliser. Je ne le faisais pas avant, je ne vois pas pourquoi je le ferai maintenant. On a besoin de tout le monde. On a besoin d'une logique de coalition, de compromis et de responsabilité. Et je ne le dis pas à la légère. C'est pas facile. Ni pour LR, ni pour la majorité. Ça n'est pas dans notre culture. Ça n'est pas quelque chose qui a été annoncé pendant l'élection. Mais quelle est l'alternative ? Quelle est l'alternative ? Le blocage complet ? La possibilité, dès lors qu'on abordera une question difficile, d'avoir des majorités de rencontre contre un projet ? Moi, je vous le garantis, il n'y a pas un régime parlementaire qui subsiste à ça et qui prend les bonnes décisions, c'est-à-dire les décisions qui sont souvent difficiles. Parce que vous inquiétez pas, quand les décisions seront faciles à prendre, on trouvera des majorités. Mais quand elles seront difficiles, il faut un socle. Et ce socle, il faut le construire. Il faut le construire dans la clarté, devant les Français, en acceptant l'idée qu'il y a un certain nombre de choses qui vont changer. Et donc le construire notamment avec LR. Ah, je crois, oui. Et vous avez entendu Christian Jacob, avant d'aller à l'Élysée ce matin, il parlait de tambouille, je crois, c'est le mot qu'il a utilisé. Et en sortant de l'Élysée, il a dit à peu près la même chose, en disant même que non seulement ça n'était pas souhaitable, mais que même les électeurs de LR considéraient que ce serait une trahison. Écoutez, trahison, c'est un mot assez lourd. Moi, je suis pas responsable des propos de M. Jacob. En général, ils sont assez critiques sur moi. Donc moi, je ne dis jamais de mal de M. Jacob, mais lui en dit souvent sur moi, et ça n'est pas grave. Je dis simplement que je ne crois pas, de mon point de vue, que je ne crois pas que les électeurs, LR et d'ailleurs les autres électeurs, aient envie que la France aborde dans le désordre et dans l'instabilité des crises qui sont devant nous. Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Et donc
Et je ne le crois pas du tout. Donc mais si on était dans une logique de régime parlementaire, parce que vous l'évoquez, le président de la République, après consultation de... Non, attendez, monsieur Corbet, c'est pas si on était dans une logique parlementaire. On est dans la logique. On est dans une logique parlementaire. Si on était dans les autres pays, ce qui se passerait, c'est que le chef de l'État confierait à une personnalité, issue peut-être de ce parti ou de la République En Marche ou de LR, le soin de consulter et de construire un gouvernement. Le président de la République a décidé de consulter. Oui, mais il a commencé ce processus. Oui. On ne va pas prendre les conclusions avant qu'il ait fait ce processus. Moi, je ne sais pas ce qu'il va en déduire. Je le vois demain. Parce que vous êtes consulté comme les autres. Exactement. Bon, ben voilà, je lui dirai ce que je pense, je lui dirai ce que je crois, je verrai ce qu'il dit, et puis ensuite, ce sera à lui, après avoir entendu tout le monde, c'est quand même extrêmement précieux, de dire quelles conséquences et quel processus il met en place. Disons les choses clairement, c'est pas Elisabeth Borne qui peut être la première ministre d'une coalition LR ensemble. Je ne peux pas préjuger de ce que le président de la République tirera comme conclusion des consultations qu'il est en train d'avoir. Je ne peux pas le préjuger. Et j'ai aucune envie de me livrer au jeu des conjectures, des prévisions sur un sujet aussi grave. Non, il n'a pas confié à Elisabeth Borne le soin de consulter le chef de parti. Et je pense qu'il est normal que ce soit lui qui le fasse. Voilà. Demain, vous allez parler au président. Qu'allez-vous lui dire, notamment au sujet de la Première ministre, et pensez-vous qu'elle doive rester à son poste? Je vais lui dire, et j'espère que vous n'en serez pas surpris, à peu près ce que je vous ai dit ce soir. Parce que je vois pas pourquoi j'aurais dit. Ce serait rassurant en tout cas, mais oui. Ben voilà. Donc je vais lui dire. Mais en même temps, il faut bien tirer les leçons de ce scrutin. Je vais lui dire qu'il doit tirer. Pas uniquement en généralité, même importante. Je vais lui dire qu'il doit tirer les leçons de ce scrutin, que ce scrutin doit être pris au sérieux, que ce scrutin nous emmène directement à une logique de coalition, c'est-à-dire quelque chose de très différent de ce que nous avons connu pendant très longtemps, quelque chose qui impose probablement d'envoyer un certain nombre de signaux sur le fait qu'on a bien compris qu'on entrait dans cette phase nouvelle. C'est mon avis. Comme signal le changement de Premier ministre, par exemple. C'est une possibilité. Écoutez, moi j'ai entendu que Mme Borne avait donné sa démission. Le président l'a refusé pour que le gouvernement reste à sa tâche. Bon, je pense que le président de la République, encore une fois, il s'est lancé dans des consultations. Demain, il les aura terminées, je crois, sauf s'il veut recommencer. Il lui appartiendra à lui et à personne de dire les conséquences qu'il en tire. Et je pense que nous allons tous écouter avec beaucoup d'attention parce que de ce qu'il tirera de ces consultations dépendra assez largement la direction des affaires dans les mois qui viennent. Et donc, moi, je peux vous dire que je l'écouterai avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. D'ailleurs, il doit parler aux Français, s'exprimer. Ah, je crois. Là, mais je veux dire, à courte échéance, puisqu'il part à partir de jeudi pour une série de sommets à l'étranger. Écoutez, le président de la République, il parle quand il veut. Ouais. C'est à lui d'apprécier le moment. Je ne veux pas me mettre à sa place. Vous imaginez le niveau de complexité qu'il a à gérer. Mais ce serait une bonne idée qu'il parle. Et je pense qu'il sera utile qu'il puisse dire aux Français, le moment venu, et probablement assez vite, ce qu'il retient de ces consultations. Est-ce que c'est immédiatement après ou quelques jours après? J'en sais rien. C'est à lui d'apprécier. Mais je pense qu'il faudra qu'il l'explique. Parce qu'encore une fois... Il part dans moins de 2 jours à Bruxelles. Parce qu'encore une fois, on a le sentiment que, au fond, on est dans une situation un peu classique, que c'est un revers électoral et que... Bien sûr que non. Non, c'est quelque chose de véritablement inédit. Et il faut l'expliquer. Dans toutes les situations inédites, j'en ai connu quelques-unes. Dans le Covid, les situations inédites, il faut dire les choses. Dire ce qu'on sait et dire ce qu'on ne sait pas. Dire les choix qu'on fait et dire ce qu'on ne fera pas comme choix. Enfin, je fais une parenthèse. Évidemment, c'est exactement la différence entre vos prises de parole pendant le Covid et les prises de parole du président. Vous étiez simple, clair et factuel. Lui était plus vague et plus lyrique parfois. On était chacun dans notre rôle. Et j'ai toujours pensé que le rôle du président et le rôle du Premier ministre, ça n'était pas le même et que ça marchait bien quand ils étaient complémentaires. Édouard Philippe, cet accord avec LR, que vous appelez de vos voeux, vous l'avez dit très clairement ce soir sur l'antenne de BFM TV, est-ce que c'est la fin du « et en même temps » dont vous avez été un des acteurs en tant que Premier ministre et qui fut l'objet de la campagne du président de la République lors de sa première élection? Je vais vous dire. Est-ce qu'on renonce définitivement à la gauche? Non. Pardon, mais je vous ai dit, Monsieur Calvi, que cette logique de coalition, elle pouvait aussi englober un certain nombre de partenaires à gauche. Je vous ai parlé des socialistes, je vous ai parlé des écologistes. Je ne sais pas s'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut s'entendre, mais je crois qu'il est urgent de s'en parler. Donc je dis pas... le groupe numériquement le plus important dans le champ possible, me semble-t-il, d'une coalition, c'est le groupe LR. Bon, c'est factuel. Mais il me semble qu'il faut essayer... je crois que c'est François Bayrou qui a utilisé cette expression. Vous voyez, je cite les bons auteurs. Quelque chose qui ressemblerait ou qui s'approcherait d'une forme d'union nationale. Je vais vous le citer. Il faut s'approcher au plus près possible de l'union nationale. Eh bien, c'est une bonne formule dans laquelle je me retrouve. Je pense que c'est ça qu'il faut essayer de faire. Et si on essaie de faire ça, il faut être clair.
chacun devra renoncer à quelque chose. Puisque nous sommes dans une Ça situation... s'appelle un compromis. Oui. Ça n'est pas un gros mot. Non. C'est indispensable dans la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est même, je le dis, c'est même la responsabilité de ceux qui sont engagés au service de leur pays. C'est une responsabilité à ce stade. Puisque nous sommes dans une situation inédite, hypothèse inédite, s'il vous demande, à vous, de consulter les chefs de parti en vue de constituer un gouvernement, Oh, mais je ne vais pas faire de la politique fiction. vous l'excluez? Monsieur Corbet, quand je fais de la politique fiction, j'écris des livres, c'est plus intéressant. Des livres qui ont... Oui, et avec des clés toutes les 10 phrases. Non, Mais on est dans une politique. situation inédite. On est dans une situation inédite. On a connu à l'époque de la 3e ou 4e République des premiers ministres qui n'étaient plus premiers ministres, qui redevenaient, président du Conseil, qui n'étaient plus président du Conseil, qui redevenaient président du Soyons Conseil. simples, êtes-vous prêt à redevenir Premier ministre dans la France qui affronte des circonstances historiques que vous avez qualifiées au début de notre entretien? Je ne suis pas sûr, et quand je dis je ne suis pas sûr, je suis même certain que je ne suis pas le mieux placé. Pourquoi? Pour discuter avec des LR qui voient en moi quelqu'un qui est un irritant. Donc pas Bruno Le Maire non plus, pas Gérald Darmanin qui est parti de LR en 2017. Je vous parle de moi. Vous m'avez posé la question sur moi. Donc, permettez-moi de répondre sur moi. Oui, absolument. Je pense que je ne suis pas le mieux placé pour discuter avec eux et pour montrer que nous sommes dans une logique nouvelle. Je n'en suis pas sûr. Bon, voilà, vous me demandez mon sentiment. Je pense que... Parce que vous êtes un ancien LR et vous avez quitté LR en 2017. Non, mais parce que j'ai contribué pendant 3 ans activement à mettre en œuvre les engagements du président de la République et parce que je me suis engagé à ses côtés et parce que j'ai fait sa campagne présidentielle. Donc je pense que si on veut entrer dans une logique de coalition, il faudra peut-être trouver des profils nouveaux. Je pense. En même temps, je vais vous dire, c'est pas à moi de définir le profil type du futur Premier ministre. Et c'est une responsabilité redoutablement complexe qui appartient au président de la République et à lui seul. Et je comprends quand vous le décrivez que vous n'êtes pas le mieux placé pour faire cette coalition, mais que logiquement, puisque je prends votre logique, ni Gérald Darmanin, ni Bruno Le Maire ne le sont non plus, puisqu'ils viennent eux aussi du parti LR et ont rejoint le président de la République en 2017. J'en sais rien. Encore une fois, je ne sais pas comment abordera le président de la République les consultations auxquelles il a procédé. Je ne sais pas comment les responsables des groupes parlementaires et des partis politiques que je viens d'évoquer prendront ou non leurs responsabilités ou aborderont ou non cette logique parlementaire à laquelle, normalement, ils doivent faire face. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je vais regarder. Je dis quelques idées. Il me semble que la logique, c'est ça. On va voir comment ça se passe. Juste pour ça va pas se faire en 2 heures. Juste pour comprendre la logique, il faut que si nouveau chef de gouvernement il y a, il faut qu'il vienne de LR aujourd'hui. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ça peut être quelqu'un qui a soutenu Emmanuel Macron ces dernières années. Je ne sais pas. Je pense que il y aurait quelque chose de déraisonnable à donner le sentiment qu'on ne tire pas pleinement les conséquences du résultat de dimanche. Et tirer pleinement les conséquences du résultat de dimanche, c'est forcément pour chacun des camps, renoncer à un certain nombre de choses, peut-être à un certain nombre de symboles, pas à tout. Ouais. Et il faut voir l'art du compromis. Là où on peut s'entendre. Et là où on peut s'entendre, alors il faut faire. Par exemple, pour prendre un exemple, puisque vous parlez de symboles, est-ce que sur la réforme des retraites, il faut, parce que le président de la République dans l'entre-deux-tours a dit 64 ans dans un premier temps, il faut retourner à 65 ans, comme le promettait LR dans la campagne législative. La pire des façons de construire un compromis, c'est de donner le point d'arrivée. Alors ça, je vous garantis. Ce qui me paraît évident. Mais c'est un des sujets, par exemple, dont il faut discuter. Ce qui me paraît évident, c'est que si on doit rentrer dans une logique de coalition, il faut se mettre d'accord sur ce sur quoi on peut se mettre d'accord et qui est nécessaire au pays. Bon, ben voilà, donc ça veut dire que ce sujet, probablement, pourrait être un sujet de discussion, mais je ne sais pas quel serait le compromis. Je ne sais pas. Quelle est l'urgence pour le pays au moment où nous parlons? Le pouvoir d'achat des Français? Ah, vous voulez dire l'urgence pour le pays? Il y a un certain nombre d'urgences qui vont arriver rapidement, puisque les mesures relatives à la limitation des prix de l'énergie doivent faire l'objet d'un vote législatif au mois de juillet. Oui. Donc ça va arriver très vite. Alors, je vais vous dire, je suis un peu, je reconnais que ça peut donner le sentiment d'une complexité incompréhensible. Je suis à la fois celui qui dit qu'il faut aller vite pour essayer de construire cette coalition et ce compromis, et en même temps, je sais que ça va prendre du temps. Et que donc, il faut se prendre ce temps. Il faut prendre ce temps pour que les gens puissent se dire « Ok, ça on peut, on ne pourra pas ça, et ça on peut », et que les gens se mettent d'accord, et que les choses soient claires. Vous savez, il y a des pays, des régimes parlementaires très solides, très solides.
On met 4 mois à écrire la coalition. Oui, même parfois plus. L'Allemagne en 2017 a mis... Mais une fois qu'on a signé le papier, on reste dessus. Une fois qu'on a signé le papier, on reste dessus. Oui. C'est peut-être ce qui nous manque aujourd'hui en France. C'est et du coup, peut-être que la Ve République est en bout de course. Vous savez, celle que nous a léguée le général de Gaulle. Vous savez, Monsieur Calvi, en 1986, j'étais pas vieux, j'avais 15 ans, mais je me souviens assez bien quand est arrivée la première cohabitation, qu'on disait les institutions n'y résisteront pas. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient que c'était la fin de la Ve République. Ça n'a pas du tout été la fin de la Ve République. Les institutions, il faut les respecter. Et quand je vous dis qu'il faut aller jusqu'au bout du régime parlementaire et venir à une logique de coalition, je vous le dis parce que c'est exactement la logique, non pas prévue, mais la logique d'application de la Constitution telle qu'elle est. Donc il faut prendre au sérieux les institutions, il faut les respecter. Vous savez que quand on est un responsable politique, on respecte le suffrage et on respecte les institutions. Moi, je le crois très profondément. Peut-être que ça fait de moi un vieux schnock, peut-être que ça fait de moi un type irrémédiablement à droite, mais je vous le dis, il faut... D'ailleurs, je crois pas, il y a plein de gens de gauche qui pensent la même chose que moi, évidemment. Mais il faut respecter les institutions et il faut respecter le vote des électeurs. Respecter les institutions, c'est considérer que dans un régime parlementaire tel que le nôtre, même s'il n'a pas été fait pour ça, la logique, c'est le compromis et c'est une forme de coalition. Il y a quand même une différence majeure entre... Et vous savez quoi ? Peut-être que la meilleure coalition, c'est la plus large possible. Peut-être que la meilleure coalition, c'est celle qui, justement, est la plus large possible parce qu'elle montre à tout le monde que chacun renonce à quelque chose dans l'intérêt du pays. Il y a quand même une différence entre la Ve République et d'autres régimes parlementaires en Europe, c'est la dissolution, le droit pour le président de la République de dissoudre. C'est une hypothèse, c'est une carte qu'il a dans son... Enfin, c'est d'ailleurs pas une carte, mais c'est... Pas une carte, c'est une disposition constitutionnelle qu'il peut utiliser. C'est une possibilité. Des députés élus il y a 2 jours, de gauche, de droite, nous disent c'est une possibilité. Il y aura peut-être probablement une dissolution avant 2027. Est-ce que c'est dans 1 an et demi, 2 ans ? C'est une hypothèse. En tout cas, une hypothèse importante qui existe. S'il y a un blocage, s'il n'y a pas de coalition, s'il y a un blocage, il faudra bien dissoudre à un moment donné. Oui, vous savez qu'il y a des pays où il n'y a pas la dissolution, mais il y a la possibilité de convoquer des élections anticipées. C'est vrai. Ce qui, vous connaissez, revient quand même. C'est la majorité qui le décide. Enfin, c'est quand même un usage qui est un peu similaire, c'est un peu différent, c'est vrai. Mais bon, bien sûr que le président de la République a cette capacité que lui préserve et que lui donne la Constitution, bien sûr. Il choisit le moment. Il peut choisir, quand les conditions sont réunies, quand il juge qu'il convient de dissoudre, il peut le faire. Très bien, il peut le faire. C'est un élément qui est à sa disposition. Il ne les a pas tous. Et l'exécutif en a plutôt moins qu'avant. Je vous parlais tout à l'heure du 49.3. Je vous assure que ça fait une sacrée différence avec 1988. Voilà, c'est comme ça, c'est la Constitution, donc, on l'applique. Juste pour résumer, vous nous dites que vous êtes, je dirais pas optimiste, mais en tout cas vous dites la 5e peut tenir si on construit une coalition. La dissolution n'est pas la seule issue. Et vous, donc, dans cette optique-là, vous serez un allié indéfectible du président de la République dans ces mois et peut-être années difficiles qui nous attendent. Écoutez, moi j'essaie d'être cohérent avec moi-même. Et dans l'ensemble, ça me paraît une bonne idée. Donc j'essaie d'être cohérent avec moi-même. Je pense que le pays a besoin d'une majorité stable. Et donc je contribuerai dans toute la force de mes moyens à cette majorité stable. Parce que je pense que c'est l'intérêt du pays. Voilà. Et j'ai toujours dit que je serais un allié, un soutien loyal du président de la République. Et je n'ai pas changé d'avis. Est-ce que vous êtes prêt pour 2027 ? C'est une date que vous avez en tête. Beaucoup de Français le souhaitent en tout cas. C'est clair dans toutes les enquêtes d'opinion. Je pense que... Ne pas vous poser la question serait vraiment incroyable. Oui, mais vous répondre serait vraiment indécent. Franchement. Et franchement, je trouve que c'est indécent. On vit... C'est le truc... pardon, excusez-moi. C'est la chose qui me choque le plus et qui m'inquiète le plus. C'est que nous sommes vraiment dans une situation politique qui me paraît périlleuse. Nous allons avoir à affronter un ralentissement économique qui est là, qui va faire mal. Nous avons une situation en termes de souveraineté alimentaire, de sécurité, qui est dangereuse. Et nous allons passer un temps infini à parler, de petites choses incertaines, hypothétiques et qui ne sont pas d'actualité. Moi, je ne rentrerai pas, Monsieur Calvi, dans la tonalité trop souvent désinvolte avec laquelle on parle des échéances présidentielles dans 5, dans 10 ou dans 20 ans. Je n'en parlerai pas. À plusieurs reprises dans cet entretien, vous nous avez parlé des menaces les plus graves qui pèsent aujourd'hui sur le pays. La menace la plus grave s'appelle-t-elle Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ? Non, pardon, j'ai des désaccords sérieux avec Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen.
c'est des accords documentés. Et si j'oubliais de les documenter, vous inquiétez pas, eux le feraient avec, avec vigueur et précision. Donc je ne suis pas d'accord avec eux. Ce sont des adversaires politiques. Mais les menaces pour la France, c'est pas ces adversaires politiques. Les menaces pour la France, c'est qu'est-ce qui se passe sur le front de l'Est. Les menaces pour la France, c'est comment est-ce qu'évolue notre agriculture. Les menaces pour la France, c'est qu'est-ce qui se passe si, compte tenu de l'instabilité politique dans laquelle nous sommes, les taux d'intérêt augmentent rapidement et notre situation budgétaire et financière se trouve très fortement aggravée. Pardon, mais ça, c'est des menaces. Vous venez de nous donner un bon programme de gouvernement, non, notamment pour un gouvernement de coalition. Ça veut dire que ce qui s'est passé dimanche affaiblit la France, rend les problèmes qui se présentaient à la France encore plus vifs et encore plus difficiles à résoudre. Vous parliez de la dette, mais c'est un exemple que vous citez. Et j'ajoute, puisque c'est la dernière question de cette émission, êtes-vous finalement ce soir inquiet ou optimiste, en dépit des difficultés ? Quand on me pose cette question, j'essaie de dire que la lucidité n'est pas le contraire de l'optimisme et peut se concilier avec l'optimisme. Donc j'essaie d'être lucide et je vois une situation qui est tout à fait délicate, et peut-être plus délicate que certains ne le disent, mais je fais... Ouais, très délicate, périlleuse même à certains égards, mais moi je fais partie de ceux qui font confiance et qui ont une confiance absolue dans notre pays. Je suis totalement convaincu que notre pays, quand il est lucide et quand il est responsable, peut relever tous les défis. J'en suis, je vous le dis, absolument convaincu. Mais on ne peut pas ne pas être lucide. Donc pour moi, l'optimisme et la confiance dans notre pays, qui a des atouts exceptionnels, passe par une lucidité qui parfois est un peu corrosive peut-être, mais qui est indispensable. Merci Édouard Philippe, merci d'avoir pris la parole ce soir sur BFM TV. À bientôt sur notre antenne.